En sortant du travail, j'ai trouvé ma place de parking vide. Ma Camry 2023, que je venais tout juste de finir de payer, avait disparu. J'ai appelé mes parents, en panique. Oh, ma chérie, détends-toi. Nous l'avons donnée à Elena. Elle en a plus besoin que toi. Ma sœur avait totalisé 3 voitures détruites en 5 ans. C'était ma toute première voiture neuve. J'ai raccroché, et j'ai composé le 911. Les néons de Patterson Manufacturing bourdonnaient, sur leur ton monotone habituel, alors que je fermais ma session à 17h30 précise. 4 années de semaine de 60 heures, de déjeuner sauté, et de bonus stratégiquement mis de côté, avaient abouti à ce moment parfait, il y a 3 semaines, lorsque j'avais effectué le dernier versement pour ma Camry. Le titre de propriété reposait dans le coffre-fort de mon appartement, mon nom imprimé en lettres grasses comme seul et unique propriétaire. Chaque matin, depuis, je marchais vers le parking en ressentant une fierté sincère, en regardant cet extérieur blanc nacré. Mes baskets grinçaient sur le béton poli, alors que je poussais la porte de sortie des employés. L'air d'octobre portait ce morse incisif qui annonçait un hiver précoce, cette année. J'ai resserré ma veste, et je me suis dirigé vers la rangée C, là où je m'étais garé le matin même, planifiant déjà mentalement mes courses et la nouvelle recette que je voulais essayer pour le dîner. La rangée C s'étendait devant moi, remplie de l'alignement habituel de berlines, de camions, et de SUV appartenant aux ouvriers de l'équipe du soir. Mes yeux cherchaient ce blanc nacré familier, ainsi que la petite bosse sur le pare-chocs arrière, souvenir d'un jour où j'avais mal jugé une barrière de béton lors de ma première semaine. La place où je m'étais garé était vide, complètement, et de manière impossible, vide. Mon cœur s'est emballé. Est-ce que je m'étais garé ailleurs? J'ai parcouru la rangée B, puis la D, mon pas s'accélérant à chaque espace vide qui n'était pas le mien. 15 minutes de recherche, dans chaque rangée de ce parking, ont confirmé ce que mon instinct savait déjà, quelqu'un m'avait volé ma voiture. J'ai cherché mon téléphone de mes mains tremblantes, et j'ai appelé chez mes parents. Ma mère a décroché à la 3e sonnerie, sa voix affichant ce ton enjoué qu'elle utilisait toujours quand elle cuisinait. « Oh, ma chérie, détends-toi », a-t-elle dit. « Nous l'avons donnée à Elena. Elle en a plus besoin que toi. » Les mots n'avaient aucun sens. Je me tenais là, au milieu du parking, le téléphone pressé contre l'oreille, essayant de réorganiser ces syllabes en quelque chose de logique. « Vous avez fait quoi? » Ton père et moi sommes descendus cet après-midi. Nous avons utilisé le double des clés que tu nous avais confiées pour les urgences. Elena a démoli la Nissan la semaine dernière, et tu sais à quel point c'est difficile pour elle d'aller à ses cours sans un transport fiable. Ma clé de secours, celle que je leur avais donnée 2 ans auparavant, quand j'avais été opéré et que j'avais besoin de quelqu'un pour déplacer ma vieille Honda pour le nettoyage des rues. Ils avaient conduit 3 heures jusqu'à mon lieu de travail, utilisé cette clé pour voler ma voiture, et l'avaient donnée à ma sœur cadette, celle qui avait détruit 3 véhicules en 5 ans, à cause d'un mélange de textos au volant, de feux rouges grillés. Et de ce qu'elle appelait la malchance. C'est ma voiture, ai-je dit, la voix étranglée. Je l'ai payée. Mon nom est sur le titre de propriété. Eh bien, techniquement, nous t'avons aidé pour la compte, ma chérie. Considère cela comme un remboursement de ce prêt. Elena en a vraiment besoin. Elle est en difficulté, alors que toi, tu réussis si bien dans ta carrière. Tu pourras toujours en acheter une autre. La compte pour lequel il m'avait aidé était un cadeau d'anniversaire de 1 000 €, il y a 3 ans. J'avais versé 8 000 € au total, et passé 4 ans à payer les 22 000 restants. Mais l'histoire révisionniste de ma mère n'avait rien de nouveau. Ce qui était nouveau, en revanche, c'était la rage incandescente qui montait dans ma poitrine. Où est Elena, maintenant, ai-je demandé. Elle retourne au campus. Elle était si reconnaissante. Elena, elle pleurait. Tu sais à quel point elle est sensible. Elena avait 24 ans, soit 2 ans de moins que moi, et elle était le soleil autour duquel le système solaire de notre famille avait toujours gravité. Quand elle avait échoué à sa première université, nos parents en avaient payé une seconde. Quand elle avait démoli sa première voiture, ils lui en avaient acheté une autre. Le schéma s'était répété tant de fois que j'en avais perdu le compte. Mais moi, j'étais toujours resté à ma place, je travaillais dur, et je ne demandais rien. J'ai raccroché sans dire au revoir, et j'ai composé le 911. La voix de l'opératrice était calme et professionnelle. 911, quelle est votre urgence?
Je dois signaler un vol de véhicule. La police est arrivée 40 minutes plus tard. L'officier Brennan était un homme d'âge moyen, aux yeux fatigués, qui avait probablement entendu toutes les excuses possibles. J'ai expliqué la situation pendant qu'il prenait des notes, et j'ai vu son expression passer d'une neutralité professionnelle à quelque chose ressemblant à de la sympathie. Donc, vos parents ont pris la voiture sans votre permission, et l'ont donnée à votre sœur, a-t-il répété, voulant s'assurer d'avoir bien compris les faits. Ils ont utilisé une clé que je leur avais donnée uniquement pour les urgences. Je ne les ai jamais autorisés à prendre mon véhicule. J'en suis la seule propriétaire. J'ai le titre de propriété dans mon appartement. L'officier Brennan a hoché la tête lentement. Techniquement, c'est un vol, même s'il s'agit de la famille. La clé a été donnée pour un but précis, et non comme une permission générale de prendre le véhicule quand bon leur semble. Il a marqué une pause. Vous comprenez que si nous donnons suite, votre sœur pourrait faire face à des accusations. Vos parents aussi, potentiellement. Je comprends. Il a lancé l'alerte. Un avis de recherche a été diffusé pour ma Camry, avec la description d'Elena comme conductrice. J'ai fourni l'adresse de son campus, son numéro de téléphone, et chaque détail dont je pouvais me souvenir. Puis, j'ai attendu. Mon téléphone sonnait constamment. Ma mère a appelé 6 fois au cours de la première heure, puis mon père, puis Elena elle-même, la voix lourde de larmes. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai appelé ma compagnie d'assurance, j'ai déclaré le vol, et j'ai tout documenté. Ensuite, j'ai pris un taxi pour rentrer chez moi, j'ai récupéré mon titre de propriété dans le coffre-fort, ainsi que chaque reçu de paiement que j'avais conservé au cours des 4 dernières années. Elena a été arrêtée lors d'un contrôle routier, à 40 miles de son campus, à 20h15. L'officier qui l'avait arrêtée pour un feu arrière défectueux a vérifié sa plaque, a vu le rapport de vol, et l'a arrêtée sur le champ. Ma voiture a été mise en fourrière, et Elena a passé la nuit dans la prison du comté. Mon téléphone a explosé. 23 appels manqués au matin. 17 messages allant de la supplication à l'hostilité pure et simple. J'ai bloqué tout le monde, et je suis allé travailler. La fourrière sentait l'huile moteur et le désespoir. J'ai montré mon titre, mon permis, j'ai payé les frais de récupération, et j'ai ramené ma Camry à la maison. Il y avait des emballages de fast-food sur la banquette arrière, et une nouvelle rayure sur la portière du conducteur. Le réservoir était presque vide, alors que je l'avais laissé aux 3/4 plein. Elena avait conduit ma voiture comme elle conduisait tout le reste dans sa vie, sans soin, avec l'idée que quelqu'un d'autre nettoierait les dégâts. J'ai passé tout le week-end à nettoyer et à documenter chaque problème sur ma voiture. La rayure était assez profonde pour nécessiter une réparation professionnelle. Il y avait des taches sur le siège arrière qui ressemblaient à du soda renversé. Les tapis de sol étaient crottés de boue. J'ai pris des photos de tout, avec l'horodatage activé, et j'ai créé un tableau détaillé des dommages. L'estimation des réparations s'élevait à 1 200 €. Le lundi matin, une visite inattendue s'est présentée à mon travail. La réceptionniste a appelé mon poste vers 10 heures, la voix incertaine. « Elena, il y a une femme ici, nommée Nathalie Crawford, qui dit être votre tante. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle insiste pour vous parler. » Tante Nathalie était la sœur aînée de ma mère, celle qui avait réussi, mariée à un chirurgien, et vivant dans une résidence fermée à 40 miles de là. Nous n'avions jamais été proches. Elle assistait aux réunions de famille avec un air d'obligation plutôt que d'enthousiasme, partant toujours tôt pour retourner à sa vie importante. J'ai envisagé de refuser la rencontre, mais la curiosité l'a emporté. « Donnez-moi 5 minutes, ai-je dit. Ensuite, envoyez-la dans la salle de conférence B. » Nathalie semblait sortir d'un magazine de country club. Cheveux parfaitement méchés, tailleur de créateur, bijoux coûtant plus cher que mon loyer mensuel. Elle s'est levée quand je suis entré, son sourire était fragile et répété. « Elena, merci de me recevoir. Je sais que nous ne sommes pas proches, mais j'ai senti que je devais venir. » Je me suis assise en face d'elle, gardant une expression neutre. « Que puis-je faire pour vous ?» Elle a croisé les mains sur la table, son alliance captant la lumière des néons. « Ta mère est dévastée. Elle n'a pas cessé de pleurer depuis l'arrestation d'Elena. Ton père ne dort plus. Ils ont fait une erreur, certes, mais porter plainte? Faire jeter ta propre sœur en prison. Cela semble excessif.
Excessif, ai-je répété, laissant le mot flotter dans l'air. Elena a volé ma voiture. Mes parents l'ont aidée. Ce sont des crimes. C'est la famille. La famille règle les choses en privé. La voix de Nathalie est devenue plus tranchante. Tu donnes une mauvaise image à tout le monde. Sais-tu ce que mes amis ont dit en apprenant cela? Ils ont demandé, quel genre de famille s'entre-déchire pour un véhicule? Le genre de famille où une fille reçoit tout sur un plateau, tandis que l'autre s'épuise au travail, ai-je répondu calmement. Dites-moi, tante Nathalie, savez-vous combien de voitures Elena a détruites? Elle a hésité. 3. Savez-vous combien de fois j'ai demandé de l'aide à mes parents au cours des 10 dernières années? Je n'ai pas attendu sa réponse. 0. Parce que chaque fois que j'aurais pu avoir besoin de quelque chose, Elena en avait plus besoin que moi. Elle a bougé, mal à l'aise. Tes parents vous aiment toutes les deux également. Non, ce n'est pas vrai. Ils ne nous ont jamais aimés de la même façon, et tout le monde le sait. Sauf peut-être vous, parce que vous n'êtes jamais assez présente pour le remarquer. Je me suis levé, signalant la fin de l'entretien. J'ai du travail. Dites à ma mère que je ne suis pas intéressé par une réconciliation familiale tant qu'il n'y aura pas de réelles conséquences pour m'avoir volé. Le visage de Nathalie est devenu rouge. Tu le regretteras. La famille, c'est pour toujours, Elena. Le travail, les amis, tout cela va et vient. Le sang est ce qui compte. Alors peut-être que le sang devrait agir comme si c'était important, ai-je lancé avant de sortir. Cette rencontre m'a laissé tremblante d'adrénaline. De retour à mon bureau, je n'arrivais pas à me concentrer sur les rapports trimestriels. Kendra est apparue à ma porte vers midi, a jeté un coup d'œil à mon visage, et a immédiatement fermé la porte derrière elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté, depuis le vol de la voiture jusqu'à l'intervention ratée de tante Nathalie. Kendra a écouté sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. Ta famille est toxique, a-t-elle dit quand j'eus fini. Objectivement et cliniquement toxique. Tu le sais, n'est-ce pas? Je commence à le comprendre, oui. Ma thérapeute a un dicton sur les dynamiques familiales. Elle dit, certaines personnes se voient attribuer des rôles dès l'enfance, et la famille se battra comme un beau diable pour maintenir tout le monde dans son rôle assigné, pour toujours. On t'a attribué le rôle de la responsable, celle qui n'a besoin de rien. Elena a eu celui de la fragile, qui a besoin d'être sauvée en permanence. Tes parents ont construit toute leur identité autour du fait de la secourir. Et le fait que tu portes plainte menace ce récit. Je n'avais jamais pensé à cela en ces termes, mais le cadre s'emboîtait avec une précision dérangeante. Alors, qu'est-ce que je fais, ai-je demandé. Ce que tu veux, a dit Kendra fermement. C'est ta vie, ta limite, ton choix. Mais si tu veux mon avis, ne recule pas. Les gens comme ta famille continueront de pousser, encore et encore, jusqu'à trouver ton point de rupture. La seule façon d'arrêter cela, c'est de tenir la ligne. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email d'une certaine Jennifer Rothschild avec pour objet, service de médiation familiale. Elle prétendait être une médiatrice professionnelle spécialisée dans la résolution de conflits familiaux. Mes parents l'avaient apparemment engagée pour faciliter une conversation entre toutes les parties. J'ai supprimé l'email sans répondre. 3 jours plus tard, Jennifer a appelé mon numéro de travail. Je n'avais aucune idée de comment elle l'avait obtenu, mais j'ai répondu avant de vérifier l'identité de l'appelant. Elena, s'il vous plaît, ne raccrochez pas. Vos parents sont prêts à payer pour tous les dommages causés à votre véhicule. Ils sont prêts à suivre une thérapie familiale avec vous. Ils veulent juste qu'Elena sorte de prison, et avoir une chance de réparer les choses. Dites à mes parents que s'ils veulent réparer les choses, ils peuvent commencer par laisser Elena assumer les conséquences de ses actes, ai-je dit. Et s'il vous plaît, ne me recontactez plus. J'ai signalé l'appel aux ressources humaines, qui m'ont assuré qu'ils bloqueraient le numéro et renforceraient les consignes de la réceptionniste concernant le transfert des appels venant de ma famille. Le week-end est arrivé avec le poids de tout ce qui m'oppressait. J'avais à peine dormi depuis des jours, fonctionnant au café et à la colère légitime. Samedi matin, je me suis forcé à aller à mon cours de poterie, malgré l'envie de rester caché chez moi pour toujours. Le studio était un entrepôt converti en centre-ville, avec des briques apparentées de haut plafond. Notre instructrice, Patricia, qui faisait de la poterie depuis 40 ans,
m'a regardé une seconde et m'a dirigé vers le tour dans le coin du fond. Quoi que tu transportes, a-t-elle simplement dit, mets-le dans l'argile. J'ai tourné de l'argile pendant 3 heures d'affilée, les mains couvertes de boue humide, le tour tournant sous mes doigts. Chaque pièce était imparfaite et brute, mais le mouvement répétitif était méditatif. Quand je suis parti, mes épaules s'étaient enfin abaissées, et mon esprit semblait plus clair qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Dimanche, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je suis allé voir ma grand-mère paternelle. Grand-mère Ruth vivait dans une résidence assistée à l'autre bout de la ville. Elle avait 92 ans, était toujours aussi vive d'esprit, et n'avait jamais particulièrement aimé ma mère. Il était temps que tu viennes, a-t-elle dit quand je suis entré dans sa chambre. Assieds-toi, et dis-moi pourquoi tu as l'air de revenir de la guerre. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté avec la patience de quelqu'un qui avait survécu à la Grande Dépression et élevé 4 enfants avec un salaire d'ouvrier d'usine. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment. Ton grand-père, que son âme repose en paix, avait un frère nommé William, finit-elle par dire. William était un ivrogne et un parieur. Il a tout perdu. Puis, il est venu demander à la famille de le renflouer. Ton grand-père l'a aidé 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, il a dit non. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé. William a touché le fond. Il a perdu sa maison. Sa femme l'a quitté. Il a passé un hiver à vivre dans sa voiture. C'est là qu'il a enfin arrêté de boire. Cela lui a pris 5 ans, mais il l'a fait. Il est devenu une personne différente. Lui et ton grand-père se sont réconciliés avant la mort de William. Elle m'a regardé fixement. Tu sais ce que ton grand-père m'a dit? Il a dit que dire non, cette 4e fois, avait été la chose la plus difficile et la plus aimante qu'il ait jamais faite pour son frère. Cette histoire a apaisé quelque chose en moi. Penses-tu que je fais la bonne chose, ai-je demandé. Je pense qu'Elena conduit en état d'ivresse grâce à la complaisance de tes parents depuis toujours, a dit grand-mère Ruth. Et tu viens de lui retirer les clés. Que ce soit la bonne chose ou non, je ne peux pas le dire, mais c'est honnête. Et parfois, l'honnêteté est tout ce que nous pouvons faire de mieux. Je suis reparti de chez elle en me sentant moins seul dans ma décision. Le lundi a apporté de nouveaux développements juridiques. Laura Andry m'a appelé pour m'informer que l'avocat commis d'office d'Elena déposait une motion pour faire rejeter l'affaire, arguant qu'il s'agissait d'un différend familial et d'une affaire civile plutôt que criminelle. Est-ce que ça va marcher, ai-je demandé. Non. Le véhicule a été pris sans permission et conduit par quelqu'un dont le permis était suspendu. C'est absolument du domaine criminel, mais cela montre qu'ils deviennent désespérés. Laura a marqué une pause. Je dois vous demander directement, êtes-vous sûr de vouloir poursuivre? C'est votre dernière chance de faire marche arrière facilement. Une fois l'audience préliminaire passée, se rétracter devient beaucoup plus compliqué. J'ai repensé au tableau des dommages, aux années passées à être ignorées, à la cruauté des invols de la voix de ma mère disant « Tu pourras toujours en acheter une autre » à propos d'une voiture pour laquelle j'avais tant sacrifié. J'ai pensé au manque total de considération pour mes sentiments, ma propriété, mon autonomie. Je suis sûr, ai-je dit. L'audience préliminaire était prévue 2 semaines plus tard. En attendant, mes parents ont lancé ce que je ne peux décrire que comme une campagne à grande échelle pour me faire changer d'avis. Ils ont envoyé des lettres, ont fait appeler des parents éloignés, et se sont même présentés devant mon immeuble. J'avais informé le gérant de l'immeuble, qui a eu la gentillesse de les intercepter dans le hall pour leur refuser l'entrée. Mon oncle Denis m'a laissé un message vocal, que j'ai conservé comme preuve de harcèlement. Sa voix était pâteuse, il avait manifestement bu. Espèce d'égoïste. Ta sœur a fait une erreur, et tu détruis sa vie. J'espère que tu es fier de toi. J'espère que tu finiras vieille et seule, sans personne pour en avoir quoi que ce soit à foutre de toi. J'ai transféré le message à Laura Andry, qui l'a ajouté au dossier et m'a suggéré d'envisager une ordonnance de protection si le harcèlement continuait. Le travail est devenu mon sanctuaire. J'arrivais tôt, je partais tard, me plongeant dans des projets qui demandaient une concentration totale. Ma directrice, Caroline, une femme qui avait gravi tous les échelons depuis la chaîne de montage, m'a appelé dans son bureau un jeudi après-midi. Tu as fait beaucoup d'heures supplémentaires ces derniers temps, a-t-elle dit, non sans gentillesse. Tout va bien? Je lui ai donné la version courte, conflit familial, voiture volée, procédure judiciaire.
Son expression est passée de l'inquiétude à quelque chose de plus dur. Mon frère m'a volé une fois, a-t-elle dit. 10 000 € de l'héritage de notre mère, qui devait être partagé équitablement. Il prétendait qu'elle les lui avait promis, parce que moi, je n'en avais pas autant besoin. Ça te rappelle quelque chose? Qu'avez-vous fait? Ai-je demandé. Je l'ai poursuivi. J'ai gagné. Et je ne lui ai pas parlé depuis 15 ans. Elle s'est adossée à sa chaise. Les gens m'ont dit que je jetais ma famille pour de l'argent. Mais ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de respect. Le fait qu'ils pensaient pouvoir me prendre ce qu'ils voulaient, et que j'accepterais parce que nous partagions le même ADN. Est-ce que vous le regrettez? Pas une seule seconde, a dit Caroline fermement. Ma vie s'est améliorée quand j'ai cessé de laisser des gens toxiques drainer mon énergie juste parce que nous étions parents. Tu fais du bon travail ici, Elena. Ne laisse personne te faire culpabiliser parce que tu poses des limites. La validation de Caroline, de grand-mère Ruth, de Kendra. Tout cela a construit une fondation sous mes pieds, alors que tout le reste ressemblait à des sables mouvants. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas cruelle. Je refusais simplement de participer à une dynamique qui ne m'avait jamais servi. Le jour de l'audience préliminaire est arrivé sous une pluie froide et un ciel gris. Je portais ma meilleure tenue professionnelle, un tailleur pantalon bleu marine, des bijoux simples, un maquillage minimal. Laura Andry m'a rejointe devant la salle d'audience, l'air sérieux. Elle m'avait expliqué mes options, je pouvais maintenir les charges pour vol de véhicules de grande envergure, ou laisser tomber. Si je maintenais, Elena risquait des poursuites pénales graves. Mes parents pouvaient être accusés de complicité. Que souhaitez-vous faire? Avait demandé Laura quelques jours plus tôt. J'ai pensé à chaque anniversaire où les cadeaux d'Elena étaient plus gros que les miens. À chaque Noël où le déséquilibre était justifié par elle a besoin de plus d'amour en ce moment. À chaque dîner de famille où mes réussites n'étaient que des notes de bas de page face aux luttes d'Elena, qui semblaient toujours plus importantes, plus dignes d'attention. J'ai pensé à mes 4 ans d'heures supplémentaires et de repas budgétés, pour payer ma voiture, alors que je voyais mes parents donner de l'argent à Elena pour des urgences qui concernaient souvent des concerts, des voyages ou des vêtements. Je maintiens les charges, ai-je dit. Avant de raccrocher, Laura avait mentionné un détail qui m'avait glacé le sang. Nous avons vérifié le dossier de conduite d'Elena. Saviez-vous qu'elle a eu 7 accidents au cours des 5 dernières années, et non 3? 7. Mes parents m'avaient menti sur l'étendue de son imprudence, ou peut-être qu'Elena leur avait menti. Quoi qu'il en soit, le chiffre était stupéfiant. Laura m'a envoyé le dossier complet. Percuter quelqu'un par l'arrière en envoyant des textos, brûler un stop, emboutir une camionnette par le côté, accrocher une voiture stationnée, puis prendre la fuite. La liste était longue. Elle avait accumulé 16 points sur son permis avant qu'il ne soit finalement suspendu, suspension survenue après qu'elle ne se soit pas présentée au tribunal pour une accusation de conduite dangereuse. J'ai imprimé tout le dossier et je me suis assise à ma table de cuisine pour lire chaque incident. La camionnette qu'elle avait percutée contenait une mère et 2 jeunes enfants. Ils avaient tous été hospitalisés, bien que leur jour n'ait pas été en danger. Elena avait été jugée responsable, et son assurance avait dû verser une indemnité massive. Comment mes parents avaient-ils pu regarder ce passé et décider que la réponse appropriée était de lui donner un autre véhicule? Comment avaient-ils pu justifier le fait de me voler pour aider quelqu'un qui représentait un véritable danger public? Ce soir-là, j'ai fait ce que j'évitais depuis longtemps, j'ai parcouru les vieilles photos de famille sur mon ordinateur, cherchant des preuves de ce schéma que j'avais toujours ressenti, mais jamais articulé. Une fois qu'on sait quoi chercher, les preuves sont accablantes. Le matin de Noël, à 8 ans, Elena ouvrant une pile de cadeaux, tandis que je restais sur le côté avec mes 3 paquets modestes. Mes parents avaient expliqué que le Père Noël savait qu'Elena avait besoin d'un surplus d'amour parce qu'elle avait des difficultés à l'école. Remise des diplômes du lycée, la photo montrait mes parents rayonnant à côté d'Elena, ayant économisé pour lui offrir une grande fête. Ma propre remise de diplôme, 2 ans plus tôt, avait été marquée par un gâteau d'épicerie et une carte avec 50 €. J'avais obtenu mon diplôme avec les honneurs. Elena l'avait eu de justesse. Admission à l'université, j'avais été accepté dans une université d'État correcte avec une bourse partielle. J'avais cumulé 2 jobs pour couvrir le reste, finissant mes études avec une dette minimale. Elena avait été acceptée dans une université privée coûtant 60 000 € par an. Mes parents avaient contracté des prêts pour l'envoyer là-bas,
puis s'était comporté comme si j'étais égoïste quand je demandais à emprunter la voiture pour un entretien d'embauche. Le schéma était indéniable. J'ai fermé mon ordinateur et je suis allé à la fenêtre, regardant ma Camry garée sous un lampadaire, la rayure sur la porte brillant sous la lumière artificielle. Demain, je l'emmènerai au garage et je paierai pour des réparations qui n'auraient jamais dû être nécessaires. Je paierai avec l'argent gagné par des heures de travail qu'Elena n'avait jamais eu à faire, parce que nos parents la rattrapaient toujours avant qu'elle ne touche le fond. Eh bien, pas cette fois. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Elena, c'est le père Tom de l'église Sainte-Catherine. Ta mère m'a demandé de te contacter. Elle est très affectée par la situation avec Elena. J'aimerais t'offrir mes services en tant que médiateur, si tu es prête à me rencontrer. Parfois, un conseil spirituel peut t'aider à guérir les blessures familiales. J'avais été élevé dans la religion catholique, allant à Sainte-Catherine tous les dimanches jusqu'à mes 18 ans. Le père Tom avait baptisé Elena, célébré sa première communion, et l'avait conseillé durant ses périodes difficiles à l'adolescence. Il n'avait jamais montré le moindre intérêt pour mon bien-être spirituel au-delà des salutations d'usage après la messe. J'ai répondu, père Tom, avec tout mon respect, c'est une affaire juridique, pas spirituelle. Elena a commis un crime. Je laisse le système judiciaire s'en charger. S'il vous plaît, ne me recontactez plus à ce sujet. Il a répondu en quelques minutes, le Seigneur enseigne le pardon, Elena. La vengeance ne lui appartient qu'à lui seul. Ce que tu fais à ta sœur va à l'encontre de tout ce que le Christ a enseigné sur la miséricorde et la famille. Mes mains tremblaient en tapant ma réponse, le Christ a aussi enseigné les conséquences et la justice. Elena n'a jamais affronté les réelles conséquences de ses actes. Peut-être que la prison est exactement la miséricorde dont elle a besoin pour enfin changer. Je bloque ce numéro maintenant. Adieu. Le lendemain matin, j'ai découvert que ma voiture avait été rayée à coups de clé. Quelqu'un avait gravé un message sur la portière conducteur, juste au-dessus de la rayure laissée par Elena, traîtresse à sa famille. J'ai documenté les faits, appelé la police, et déposé une nouvelle plainte. L'officier Martinez, une jeune femme, a pris le vandalisme très au sérieux, vérifiant les caméras de sécurité alentour. Cela dégénère, a-t-elle dit. Avez-vous envisagé une ordonnance de protection contre les membres de votre famille? Je commence à penser que c'est nécessaire. Elle m'a donné les informations pour déposer une demande d'ordonnance et m'a suggéré de documenter chaque tentative de contact, chaque menace, chaque incident. Les juges prennent cela au sérieux, surtout quand il y a une escalade. Vous avez le droit d'être en sécurité. L'impact a été nucléaire. Tante Nathalie a appelé, me suppliant de reconsidérer ma position. Oncle Denis a laissé un autre message disant que je détruisais la famille pour une voiture. Des parents éloignés que je connaissais à peine sont sortis du bois pour m'informer que le sang était plus épais que l'eau, que la famille pardonnait, et que j'étais cruelle et vindicative. J'ai changé de numéro de téléphone. L'audience d'Elena a eu lieu le 3 novembre. J'ai pris ma journée et je me suis assise dans la galerie, regardant ma petite sœur se tenir devant un juge dans une combinaison orange. Elle avait perdu du poids, ses cheveux n'étaient pas lavés. Elle a pleuré pendant toute la procédure, tandis que ma mère sanglotait au premier rang et que mon père restait de marbre à côté d'elle. Le juge a fixé la caution à 15 000 €. Mes parents n'ont pas pu la payer. Elena est restée en prison. Ce soir-là, ma mère s'est présentée à mon appartement. Je l'ai regardée par le Judas. Elle frappait, attendait, frappait encore. Elle semblait plus petite, son visage ayant vieilli bien au-delà des 3 semaines passées. Elena, s'il te plaît, a-t-elle dit à travers la porte. Nous avons fait une erreur. Nous te rembourserons tout. Retire juste les charges. C'est ta sœur. Je n'ai pas ouvert. L'audience préliminaire a révélé qu'Elena conduisait avec un permis suspendu. Ses accidents précédents avaient entraîné la révocation de son permis 6 mois plus tôt, un détail qu'elle n'avait jamais partagé avec nos parents. Elle conduisait illégalement quand elle avait démoli la Nissan, raison pour laquelle l'assurance avait refusé de payer. Mes parents prévoyaient de lui racheter une énième voiture quand ma mère avait eu cette brillante idée de prendre la mienne. En décembre, 3 jours avant Noël, Elena a plaidé coupable de vol de véhicule et de conduite avec un permis suspendu. Le juge l'a condamnée à 18 mois de prison ferme, avec possibilité de libération conditionnelle pour bonne conduite. Mes parents n'ont pas été inculpés,
après avoir coopéré pleinement à l'enquête et témoigné que je ne leur avais jamais donné la permission de prendre le véhicule. J'ai passé Noël seul dans mon appartement, à manger chinois et à regarder de vieux films. Mon téléphone n'a pas sonné. Je n'avais donné mon nouveau numéro qu'à mes amis proches et à mon employeur. Les semaines sont devenues des mois. Je me suis installé dans une nouvelle routine, sans dîner de famille ni appels obligatoires. Le travail est devenu mon point central. J'ai pris des projets supplémentaires, je me suis porté volontaire pour des missions dont personne ne voulait, et j'ai suffisamment impressionné pour qu'un poste d'analyste senior se libère en mars. J'étais le choix évident. La promotion s'est accompagnée d'une augmentation de 20 000 € et de mon propre bureau avec fenêtre. Elena a été libérée en juillet après avoir servi 7 mois. Je l'ai appris via les réseaux sociaux. J'avais été bloqué par presque toute la famille, mais j'avais encore accès à la page d'un cousin qui postait tout publiquement. La photo montrait une petite fête de bienvenue. Elena semblait épuisée, mes parents tournant autour d'elle avec des sourires forcés. En août, j'ai reçu une première lettre. L'écriture de ma mère était sur l'enveloppe. Mon adresse avait été obtenue malgré mes efforts pour la cacher. Je l'ai jetée sans l'ouvrir. 3 autres ont suivi le mois suivant. Jeté aussi. En septembre, exactement 11 mois après l'incident du parking, j'ai aperçu mon père devant ma Camry, à la sortie du travail. Il avait considérablement vieilli, ses cheveux étaient presque gris, ses épaules voûtées. « Je ne suis pas là pour causer des ennuis », a-t-il dit en s'approchant, les mains levées en signe de paix. « Je veux juste parler. » 5 minutes. J'ai déverrouillé ma voiture et ouvert la porte, prête à partir. Quelque chose m'a fait hésiter. 3 minutes, ai-je dit. Il a hoché la tête, comprenant que c'était un cadeau qu'il ne méritait pas. Ta mère et moi suivons une thérapie familiale, a-t-il commencé. Le thérapeute nous a aidés à voir à quel point nous avons échoué avec toi, comment nous avons encouragé Elena à ignorer tes besoins pendant des années. Il s'est raclé la gorge. Tu étais la fille facile. Tu n'avais pas besoin de nous. Nous pensions que tu étais si capable, si indépendante. Nous nous sommes convaincus que cela signifiait que tu allais bien. Que tu n'avais pas besoin du même soutien. J'étais indépendante parce que je devais l'être, ai-je dit doucement. Parce que vous demander de l'aide signifiait s'entendre dire d'attendre, car Elena avait besoin de quelque chose de plus urgent, à chaque fois. Il a tressailli, mais n'a pas discuté. Tu as raison. Et je ne suis pas là pour demander pardon, car je ne pense pas que nous le méritions. Je suis là pour te dire que nous avons créé un fonds fiduciaire à ton nom. 50 000 €. Ce n'est pas assez pour compenser tout cela, mais c'est ce que nous pouvons nous permettre. Ta mère veut te voir, mais je lui ai dit que ce devait être ton choix, selon ton propre calendrier. Et Elena, ai-je demandé. Elle vit dans un foyer de transition, elle travaille dans une épicerie. Elle essaie vraiment de changer. La prison a été dure, mais je pense que c'était nécessaire. Elle suit aussi une thérapie individuelle. Il a sorti une enveloppe de sa veste et l'a posée sur le capot de ma voiture. Les informations bancaires pour le fonds. Sans condition. C'est à toi, que tu nous reparles un jour ou non. Il est parti avant que je ne puisse répondre, disparaissant dans le parking alors que le soleil se couchait. Je suis resté là longtemps, l'enveloppe à la main. Ce soir-là, j'ai ouvert l'enveloppe. Le fonds avait été établi 3 semaines plus tôt, avec moi comme seul bénéficiaire. Il y avait un mot manuscrit de ma mère, ne demandant rien, exprimant juste ses regrets et son amour. Je l'ai mis dans mon tiroir et je ne l'ai plus regardé pendant des semaines. Octobre est arrivé avec ses feuilles mortes et ses températures fraîches. 1 an jour pour jour après le vol. J'avais été promu à nouveau, cette fois comme responsable de département. Ma poterie s'était assez améliorée pour que je vende 3 pièces lors d'une foire locale. Kendra et moi préparions un voyage d'hiver dans le Colorado. Ma vie était pleine, d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été quand je passais toute mon énergie à gérer les dynamiques familiales et à ravaler mon ressentiment. La blessure laissée par ma famille avait cicatrisé, laissant un tissu protecteur solide. Je ne savais pas si je serais un jour prête à les laisser revenir. Peut-être qu'un jour je répondrai aux lettres de ma mère, que je rencontrerai mon père pour un café, que je verrai si Elena avait vraiment changé. Ou peut-être que cette distance permanente était l'option la plus saine pour tout le monde. Certaines relations ne survivent pas à la vérité sur ce qu'elles sont réellement.
Mais en ce soir d'octobre, en rentrant chez moi dans ma Camry, fenêtre baissée et musique allumée, j'ai ressenti quelque chose que j'avais cherché pendant 26 ans, la paix. Le genre de paix qui vient quand on sait que sa propre valeur n'est pas déterminée par ce qu'on sacrifie pour des gens qui n'auraient jamais fait la même chose pour vous. Mon téléphone a vibré. Un message de Kendra demandant si je voulais dîner. J'ai souri et j'ai tapé oui, m'insérant dans la circulation alors que les lumières de la ville commençaient à scintiller. Quelque part de l'autre côté de la ville, mes parents s'installaient probablement pour dîner. Elena les rejoignait peut-être depuis son foyer. Ils vivaient leur vie, essayant de reconstruire ce que mes limites avaient brisé, et moi, je vivais la mienne, enfin, complètement, et sans m'en excuser. L'argent du fonds dormait sur le compte. Je n'en avais pas besoin, bien que je supposais l'utiliser un jour pour quelque chose de significatif. Peut-être un apport pour une maison, ou le capital de départ pour l'entreprise dont je rêvais. Mais accepter l'argent et accepter une relation renouvelée étaient deux choses différentes. Et j'avais appris à la dure que certaines personnes ne changent que lorsqu'elles ont perdu tout ce qu'elles considéraient comme acquis. Ma voiture ronronnait sous moi, fiable et payée. Le double des clés que j'avais données à mes parents avait été remplacé par un nouveau jeu que moi seul possédais. Chaque porte laissée ouverte pour que les gens entrent et se servent avait été verrouillée, boulonnée et renforcée. Peut-être que cela me rendait froide. Peut-être que cela me rendait impitoyable. Mais cela me rendait aussi libre. Je me suis garé à ma place assignée, ramassant mon sac de travail et la pièce de poterie rapportée du cours. Demain, je me réveillerai et je recommencerai. J'irai travailler, j'excellerai dans mon job, je passerai du temps avec des amis qui respectent les limites, et je dormirai profondément dans une vie bâtie entièrement selon mes propres termes. L'enfant prodige était tombé, et j'avais refusé de la rattraper. Le système familial avait implosé, et je m'étais éloigné des décombres. Certains appelleraient cela de la vengeance. Moi, j'appelle cela de la survie. Et pour la première fois de ma vie, je ne m'excusais plus d'avoir choisi mon camp.